somebody. Oh yeah. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis super heureuse aujourd'hui de vous retrouver. Ma dernière vidéo c'était une réaction à la bande-annonce de Black Panther Wakanda Forever. Donc c'était pas vraiment une vidéo structurée, la carrée comme j'aime faire hein. Qui est donc là pour le coup hein, mon avis sûr. Aujourd'hui on revient avec le film The Woman King. Et j'ai énormément à dire. Je sais pas cette vidéo va durer combien de temps. Vraiment, I don't know. Elle va durer. Donc soyez prêts, soyez armés en espérant que ça vous intéresse. Sachez qu'il n'y aura pas de spoilers dans la vidéo, genre vraiment pas du tout. Parce que je considère que c'est un film, en plus de s'être inspiré d'événements réels. Donc finalement il n'y a pas réellement de spoilers, en fait il n'y a rien de new. À part évidemment ce qui a été ajouté, mais ça je ne vais pas le spoiler. Et ben en plus de ça je trouve que c'est un film qui a suffisamment de matière pour en parler sans forcément spoiler. Donc écoutez, fini de blablater, on va y aller directement. Avant de vraiment me lancer, de débuter tout ça, je vais faire un énorme, mais vraiment un énorme... J'ai oublié comment on dit. Warning. Cette vidéo je sais que elle traite de sujets très controversés, elle traite de sujets encore dans l'actualité, elle traite de choses très précises, elle traite de sujets qui sont complètement sujets à débat. Et dans les débats des fois on s'énerve et on n'est pas très sympa hein. Sauf que moi je vous dis direct, franchement c'est pas un truc que je fais habituellement. Mais là, je vais même pas hésiter à supprimer des commentaires. En fait, si rien n'est fait dans le respect, je parle vraiment dans le respect, votre commentaire il saute. And I'm not even sorry about it. Parce que je considère que moi, je viens chez ma vidéo, je ne suis pas insultante. Je parle respectueusement. Je considère que de l'autre côté, ça doit être pareil. On doit s'accorder un respect mutuel. Donc voilà, je tiens juste à préciser ça. Et maintenant, on peut y aller. The Woman King est un film qui est sorti le 28 septembre 2022 dans nos salles françaises. C'est un film de Gina Prince Bythewood. Il dure 2h14 et c'est un film américain d'action. On est mis dans un contexte spatio-temporel dans les années 1800 où un groupe de guerrières entièrement féminines protège le royaume africain du Dahomey avec des compétences et une férocité sans précédent dans le monde. En tête d'affiche, on va retrouver des actrices et des acteurs comme Viola Davis qui va jouer le rôle de Nanisca, Errol Stephen, en espérant que je le dis bien, qui va jouer le rôle de Santo Ferreira, Lashana Lynch qui va jouer le rôle de Isogi ou Isoji, j'ai oublié comment on le dit exactement, excusez-moi, Toussaint Beidou qui va jouer le rôle de Nawi, John Boyega qui va jouer le rôle de King Gezo, Sheila Hatim qui va jouer le rôle de Amenza, ou encore Jordan Bolger qui va jouer le rôle de Malik. Bon, bien évidemment il y a d'autres gens dans le film, mais j'ai cité on va dire ceux qu'on voit un peu plus et le casting principal. Alors cette vidéo je vais la structurer, je trouve que c'est super important, c'est comme ça que je l'ai pensé. Et pour les plus curieux d'entre vous, j'ai fait une story Insta qui est dans mon highlight film talk où je parle du film déjà pas trop détaillé alors que la story est quand même vachement longue, mais je vais un peu reprendre la continuité et des choses que j'ai dit dans cette story, mais elle n'est pas du tout détaillée. Si je vais ajouter beaucoup plus de choses, donc voilà. Donc ceux qui ont vu la story, il y aura sûrement des ressemblances, mais il y a d'autres ajouts et des modifications. On va la séparer en deux. Donc premièrement on va parler du film en tant que tel avec sa réalisation, sa matière, son contenu le plus brut. Puis ensuite on va parler de son aspect historique car il y a beaucoup à dire. Attention, nouveau warning, le film se présente bel et bien comme s'inspirant d'événements réels. Et ça c'est un truc que je vous dis dès maintenant parce que ça a gardé en tête et je vous le répéterai plus tard quand je toucherai à des sujets qui sont en plein dans le mille, quand j'appuie sur ce propos là. Et aussi je ne suis pas historienne, c'est moi et mes recherches, moi et ma curiosité, les ressources que je suis allée chercher. Des précisions sont bien évidemment les bienvenues en commentaire, of course. Et je vous invite très fortement à vous creuser de votre côté, à vous faire vos propres recherches ou à regarder d'autres vidéos pour avoir des visions, que ce soit contraires, que ce soit complémentaires, que ce soit différentes, enfin bref, voilà. Surtout pour multiplier les informations que l'on reçoit. À la réalisation, on a Gina Prince Bythewood. Et Gina Prince Bythewood, c'est Love and Basketball, Stitches, Beyond the Light, Act of Love, Le Secret de Lily Owens, ou dans sa version originale, The Secret Life of Bees, et The Old Guard, pour ne citer que. Elle est également scénariste et productrice. Et en vue des films personnellement comme Love and Basketball, comme Beyond the Lights ou encore Le Secret de Lily Owens, c'est une réal qui pour moi représente beaucoup dans mon savoir et ma culture cinématographique puisque j'ai grandi avec ces films là. Beyond the Lights c'est sorti en 2014, Love and Basketball dans les années 2000, Le Secret de Lily Owens je crois juste avant les années 2010 ou début des années 2010, j'ai un petit trou, je crois que c'est juste avant les années 2010. J'ai vu ces films plus jeunes en grandissant et elle est aussi importante dans la culture cinématographique afro-américaine pour notamment Love and Basketball ou Act of Love ou même Le Secret de Lily Owens. Enfin, c'est pas juste une réalisatrice comme ça, elle a une place dans le cinéma, surtout américain. Premièrement, je tiens à faire un petit coup de gueule en fait. Non, un gros coup de gueule. Hein. UGC là, si vous passez par là,
j'ai un problème avec vous et sûrement les autres firmes, mais moi je vais parler de la firme que je fréquente qui est donc UGC. Comment ça se fait qu'une aussi grosse production ne soit pas distribuée partout en fait? Tout simplement. Et attention, je le dis d'un point de vue objectif et non subjectif. Une grosse prod hollywoodienne avec une tête d'affiche de fou, très populaire et pourtant pas très bien distribuée. En tout cas, comme j'ai dit, chez UGC, hein, firme que moi je fréquente, j'ai pas vérifié ailleurs, mais dites-moi si c'est le cas pour vous en fait. Je parle même pas en province où tristement tous les films ne sortent pas tout le temps, même dans les plus grandes firmes de distribution cinématographique aujourd'hui. Je parle vraiment en Ile-de-France quoi, dans des cinémas les plus lambda en Ile-de-France, il y a même pas la proposition de The Woman King. J'en ai conscience et parce que je sais en fait, si on revient à cette idée que nos histoires n'intéressent pas. L'exploitation, en tout cas en ce qui concerne le cinéma dans le monde où les noirs ont une certaine main quand même, ont une certaine puissance pour ces acteurs. Quand je dis acteurs, c'est pas acteur-actrice le métier, mais pour ces acteurs, que ce soit ces producteurs, ces réalisateurs, enfin bref, les gens qui participent à cette industrie. Donc du côté afro-américain, il y a une très mauvaise exploitation des films en général et distribution, en tout cas, encore une fois je parle dans mon cas, donc dans mon pays qui est la France, lorsque le casting est soit afro-américain ou majoritairement noir, parce que là en effet je parle du cas des afro-américains, mais c'est pareil aussi pour les films africains qui viennent d'Afrique subsaharienne par exemple. Il y a la peur de bider car dans l'idée encore une fois, nos récits n'intéressent pas, nos histoires n'intéressent pas. Je voulais juste te dire, soutenir des créateurs et des artistes noirs, c'est aussi passer par là, c'est aussi aller en salle, découvrir les œuvres, voir en fait que des histoires avec des gens comme nous et qui sont faits par des gens comme nous aussi, et donc toute une question de représentation fonctionne en fait, que oui ça marche. Et Viola Davis l'a dit elle-même, ne pas aller voir un film comme The Woman King, c'est lancer clairement, donner un flash que les histoires avec des femmes noires en fait n'intéressent pas en fait et qu'elles ne comptent pas, alors que si. Encore une fois, hein, on aime Black Panther, vous connaissez Marvel, baby boy en fait. Mais derrière c'est Marvel, derrière c'est une grosse production, voire une industrie à elle-même, avec déjà une grosse fanbase derrière, que ce soit les fans de MCU, les fans de Marvel, les fans des comics, les fans de Black Panther, du personnage de Black Panther. Honnêtement le bid, surtout après le premier là, le Black Panther sorti en 2018, on se sait, c'est pas pour demain. Et moi ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas que ça quoi, il n'y a pas que ça. Surtout que les scénaristes de The Woman King ont pitché l'histoire hein, pour la première fois après un voyage au Bénin en 2016, ils ont pitché l'histoire à Viola Davis. Mais le LA Instances souligne que ce n'est que lorsque Black Panther a prouvé qu'un film d'action dirigé par des noirs pouvait réussir au box-office que The Woman King est devenu une réalité. Donc on a dû attendre 2018, voir la réussite de Black Panther au box-office pour se lancer dans ce projet qui est The Woman King, qui était déjà une idée qui était en tête déjà depuis 2 ans auparavant. Les studios ils ne voulaient pas en fait d'un film d'action féministe avec un casting majoritairement noir, des femmes noires et surtout dark skin avec la peau foncée. Donc c'est aller voir un film comme The Woman King, c'est aussi un grand signal que oui on intéresse et oui on veut voir plus d'histoires comme ça. Une d'action féministe bien incrustée dans les origines africaines, les racines africaines. Moi je vous dirais que j'annonce la couleur, je trouve que c'est un film absolument génial. À volonté bien évidemment blockbusterienne, mais aussi toute l'équipe qui est derrière, hein, c'est Sony Pictures qui va produire ce film. On a des grosses têtes d'affiche qui sont acteurs-actrices. Les séquences d'action et les chorégraphies pour moi elles sont tellement bien exécutées et temporalisées, enfin temporalisées, genre tu vois en termes de temps c'est super cool, ça s'enchaîne vite, ça s'enchaîne bien. Il faut savoir que les actrices ont à 90% fait elles-mêmes leurs cascades, leurs scènes de combat etc, en commençant à s'entraîner 5 mois auparavant, 5 mois avant le tournage, et elles faisaient 5 heures par jour pour être en forme pour le film. Selon le Huffington Post, avec des séances d'arts martiaux, de courses, de maniement d'armes etc. Je souhaitais qu'elles réalisent 90% de leurs scènes de combat, précise Daniel Hernandez, qui est le chef cascadeur et coordinateur des combats du film. Tusom Bedu, qui interprète la jeune recrue Nawi, a elle-même décidé de s'avancer un peu. Elle a pris des cours de Muay Thai, boxe thaïlandaise, dès qu'elle a su qu'elle serait Nawi. Rôle pour lequel elle a dû passer un test physique. Un réel engagement dans leur personnage et une transformation physique intense. L'image elle est belle, les costumes ils sont beaux, les différentes coiffures africaines qui sont diversifiées et juste incroyables. C'est trop beau, it's wonderful en fait. Les lieux, la musique extra comme intradigétique. Donc extradigétique c'est la musique que l'on retrouve hors du film, c'est-à-dire une bonne sonore tout simplement, une des musiques qu'on va ajouter derrière en post-production. Et intra c'est les musiques à l'intérieur, donc c'est pas vraiment des musiques mais on va parler des chants par exemple, des sonorités qui ont été faites avec les instruments etc comme il y a beaucoup dans le film. Une équipe technique qui a géré de A à Z. Du point de vue du scénario, bon, rien de bien nouveau hein, honnêtement. Assez classique du genre avec ses trames amoureuses, amicales, conflictuelles et tout ce qui sera évidemment propre au film avec son histoire sur le peuple du Dahomey et ce que ça englobe.
C'est 2h10 que personnellement je n'ai absolument pas senti passer. Le film dure 2h14, puis il y a les crédits de fin qui durent pas je pense 4 minutes, mais on va dire 2h08 de film environ, que je n'ai absolument pas senti passer. Parce que je trouve qu'il a une temporalité efficace, il y a une avancée des événements efficacement, et une avancée des événements suffisamment divertissantes selon moi pour tenir le spectateur. Hein. Il y a une histoire d'amour qui est teasée de façon dans les différents trailers qui est quand même assez mignonne. Moi c'est ce genre de trame par exemple qui me font trop chier, qui me font trop chier dans ce genre de film et tout. Et là je trouve que ça va, genre je trouve que c'est un point de vue différent. Encore une fois c'est romancé, c'est ajouté, c'est Hollywood, mais c'est aussi une façon de voir cette période et ce peuple, ce groupe de femmes et ce qu'on leur apprend, et à travers le personnage d'une jeune nouvelle guerrière en fait de voir comment l'amour en fait peut être vécu, l'amour en termes de relations amoureuses peut être vécu à ce moment là. Bon encore une fois comme j'ai dit on est sur quelque chose de fictionnel hein, donc voilà. Et on va passer là tout doucement mais sûrement à la partie je pense qui constituera la plus grosse partie de la vidéo, qui est le côté historique. Et il y a énormément à dire. Quand je dis historique vous allez voir que ça englobe pas mal de choses. Pour commencer, les guerrières du Dahomey, elles ont réellement existé. C'était une communauté exclusivement de femmes dans le royaume du Dahomey, quand il existait, qui protégeaient leur peuple et leur roi, dirigée par Nanisca, qui est interprétée par Viola Davis dans le film. Petite précision de dernière minute, le personnage de Viola Davis n'existe pas, mais le nom Nanisca a été repris en se basant sur des écrits. Elles ont prospéré du 16e au 19e siècle avant de perdre le combat qui leur a valu tout simplement leur existence contre les Français. Ça a provoqué la disparition du royaume du Dahomey, des Agogés qui est le nom donc de ces guerrières. L'appellation Amazone du Dahomey que vous avez peut-être vu en regardant certaines choses, des publicités qui parlaient du film, a été donnée par les Européens après qu'ils aient fait face à ces femmes-là, leurs aptitudes et leurs compétences. Et je cite le Huffington Post à nouveau: ces guerrières sont intrépides, redoutables, mais je pense que le plus surprenant, c'est que ce sont des femmes. Cela ne correspond pas à notre vision des femmes à l'époque ou même aujourd'hui. Chemin faisant, ces femmes étaient très fières de leur armée, c'était leur identité, raconte Viola Davis dans les notes de production de The Woman King. Elles étaient aussi entraînées à ne ressentir aucune pitié et avoir un caractère et un mindset totalement intrépide. La première polémique, c'est le manque de présence d'acteurs béninois. Personnellement, je trouve que c'est une polémique qui se tient totalement et qui est absolument legit. Mais bien évidemment, on va opposer certaines choses que je trouve quand même intéressantes et importantes pour aussi comprendre vraiment d'une façon vulgarisée le fonctionnement de l'industrie aujourd'hui et de pourquoi finalement de ne pas avoir mis des béninois, ça s'explique en fin du mois en tête d'affiche. La question pourquoi il n'y a que des acteurs afro-américains pour jouer le rôle de personnes béninoises. Et comme je disais, c'est une critique que moi je trouve legit dans une époque où justement on est beaucoup dans le rendre à César ce qui appartient à César. Car pendant trop longtemps, les quêtes, les victoires, les succès, etc. de souvent les minorités ont été invisibilisés, voire volés par les plus dominants. Et ainsi les récits étaient expliqués comme ça. Et bien voir un cast béninois sur une histoire béninoise aussi importante aurait été en effet un choix totalement plus accurate, tu vois, totalement plus logique, important. Et qui fait aussi tout simplement plaisir en fait. De la même façon qu'avoir tourné en Afrique du Sud, là où ils sont allés tourner du coup pour le film, plutôt qu'au Bénin, c'est décevant. En même temps, je vais dire quelque chose à ce propos les amis. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec et c'est ok, tu vois, c'est normal et je le comprends totalement. On parle d'une création afro-américaine et hollywoodienne, ok? Jusque là vous me suivez. On a une créatrice afro-américaine qui veut mettre en avant une histoire si importante dont on n'entend que très peu parler, voire pas du tout, que l'on nous apprend pas du tout à l'école et encore moins aux États-Unis. Et ça d'ailleurs, Gina, la réalisatrice, l'explique le bien. Un groupe de femmes noires, guerrières, africaines qui se sont levées contre la colonisation, qui ont combattu en gagnant certaines batailles. On pourrait s'imaginer, mais dans quel monde? Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Et bien dans le nôtre, et merci à Gina d'avoir montré ça selon moi. Et parlons vraiment du concret. De plus en plus, c'est un constat que j'ai, mais c'est aussi un constat que vous retrouverez beaucoup dans les sphères cinéphiles, etc. Ou même en lisant des articles, ou même en faisant l'état des lieux du cinéma, on prend de moins en moins de risques. Après on peut bien sûr parler de tel cinéma chacun, on n'est pas obligé de faire forcément une généralité. Moi je ne m'y connais pas dans tous les cinémas du monde, donc ça se trouve que dans le cinéma, je sais pas, dans le cinéma japonais par exemple c'est pas le cas, ou dans le cinéma que sais-je, mais on prend de moins en moins de risques. En tout cas dans les films que l'on voit beaucoup, donc dans les films américains, on prend de moins en moins de risques dans les idées, dans la mise en scène, enfin il manque cette innovation, il manque ce projet, plus de projets coup de poing. Il y a des projets coup de poing justement,
mais à chaque fois c'est des petits événements. Alors qu'on veut des gros événements à chaque fois, tu vois, on veut que chaque sortie ciné nous fasse boum dans la tête et que on a le nouveau grand chef-d'œuvre en fait, mais malheureusement non. Après attention, une prise de risque, c'est pas forcément un chef-d'œuvre. Be careful. Faut bien dissocier les deux. Donc selon moi, il faut l'encourager ce cinéma de la prise de risque. C'est quelque chose que j'attribue ici à The Woman King, mais c'est quelque chose qu'on peut attribuer tellement ailleurs, mais vraiment en fait. Sur l'aspect pratique est beaucoup trop important pour le négliger. Le cinéma c'est une industrie, et on parle d'Hollywood encore une fois. Une industrie féroce qui ne fait de cadeaux à personne. Elle en plus de ça, elle est moyennement connue à l'international. Je pense pas qu'ici mon audience ou d'autres la connaissaient. Je pense que même beaucoup de gens vont voir des films sans savoir qui les réalise. Elle n'a pas le même statut de ceux ou celles réalisatrices ou ce réalisateur qui quand il sort un film, on sait, on a hâte. Pas du tout. Véritablement, moi en tout cas de mon point de vue, la hype je la voyais autour du fait que ce soit Viola Davis, que ce soit une histoire sur des carrières africaines, etc., etc. Donc du coup, bien sûr qu'elle allait prendre en tête d'affiche des acteurs hyper bankable comme Viola Davis, comme John Boyega, comme Lashana Lynch. Et d'ailleurs pour revenir sur Viola Davis, elle était dans l'aventure, qui est le film déjà depuis longtemps, hein. Car malheureusement, même les acteurs béninois les plus connus au Bénin, ou tout simplement même dans le continent africain en général, tournant dans des films béninois, bah en fait c'est triste mais ne sont même pas suffisamment connus pour tourner dans des productions mondiales, on va dire, pour assurer un film fructueux. Et je parle en termes financiers. Parce que bien sûr qu'il y a des acteurs béninois talentueux, enfin comme partout. Et bien sûr que chacun des acteurs et actrices que l'on retrouve dans The Woman King aurait pu être remplacé par de super acteurs béninois, bien évidemment. Mais c'est aussi le but d'un film d'avoir des bénéfices monétaires en fait. D'avoir des acteurs beaucoup plus connus mondialement assure beaucoup plus une réussite, que ce soit à la fois populaire mais surtout financière en termes de box-office. Alors selon moi, d'un point de vue de conscience, de morale, c'est débattable, peut-être, tu vois. I don't know. Mais en tout cas en termes dans la réalité dans laquelle on vit, en termes de terre à terre, c'est la réalité dans laquelle cette industrie est aujourd'hui et en vrai de vrai a toujours été. Il faut voir plus loin. Après il y a des acteurs béninois très connus comme Jimon, Oussou, que la Cise elle aurait pu placer. En vrai de vrai. Quand même, tu vois. D'ailleurs j'ai une copine à moi qui m'a dit qu'il y a une béninoise, il y a une française d'origine béninoise qui est dans le film. J'ai pas vu c'était laquelle exactement, dites-moi si vous voyez de qui ma copine parlait. Mais bon voilà, c'était sûrement c'est une actrice secondaire que je suis sûre n'a aucun dialogue finalement. On sait très bien que quand les béninois ou certains se plaignent du fait qu'il manquait des acteurs béninois, on parle pas de ce genre de rôle là, on parle bien évidemment de rôles principaux ou de rôles beaucoup plus importants. Mais bon après vous savez quoi, par exemple pour Digimon, on sait pas, hein, c'était peut-être une question de production, peut-être une question de temps, peut-être une question d'emploi du temps, peut-être une question de choix, enfin voilà. Ça reste son film et c'est comme ça. Cornelia Djele ou Guélé. Je suis désolée, vraiment je déteste écorcher les noms, mais en tout cas j'espère que je lui dis bien à un moment donné. Et Carole Ate Lokusu ont été toutes deux consultantes et traductrices sur le film pour apprendre le fon, qui est une langue qui est parlée au Bénin mais aussi au Togo ou au Nigeria, au cast. Troisième point, les accents, mais honnêtement, mais non, sur ça par contre non en fait, non. Il y a ce truc chez Hollywood, et on va dire les termes en fait, chez les acteurs afro-américains qui jouent des rôles d'africains natifs, ce problème d'accent. Pourquoi il y a toujours des accents mélangés? Cet accent hein, clairement nigérian, alors même que le film ne parle même pas un peu du Nigeria en fait. Faites un effort. Et je vous jure c'est un réel souci, parce qu'il y a le côté, bien sûr au niveau de l'entente et les gens qui s'y connaissent phonétiquement etc, qui vont capter que l'accent là c'est quoi en fait, c'est pas agréable en fait. Mais aussi le côté être un minimum accurate, tu vois, genre être un minimum fidèle aussi à l'histoire qu'on raconte, au peuple que l'on montre en fait. Enfin, l'Afrique n'est pas un ensemble homogène qui ne se distingue que d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre, on ne se distingue pas, non. Chaque région, chaque pays, chaque village etc a son dialecte, a son accent, à ses dialectes, à ses accents, enfin en fait c'est tellement varié quoi. Et pour moi il est important de le respecter, surtout si on ne prend pas des acteurs natifs. Donc pour moi c'est la moindre des choses. Regardez hein, même ce tweet là sur l'accent justement qui n'est pas respecté, il y a ce tweet de cette fille que j'ai trouvé très drôle mais qui est une réalité en fait, son tweet à la fois drôle et réel. Alors Carole Akpelukuso elle va répondre dans une interview à TV5 Monde que je vais vous lire tout de suite à cette question. Dans le film il y a très peu de dialogue en fond de il y a surtout des chants en fond de et la quasi-totalité des dialogues sont en anglais. Est-ce un choix délibéré fait dès le départ? Et elle va répondre, si vous avez fait attention, il y a très peu de fond en effet. Mais surtout l'anglais qui est parlé n'est pas un anglais américain. C'est l'anglais qui est parlé au Nigeria, un anglais proche du pidgin ou du pidgin, parlé aussi à la frontière entre le Nigeria et le Bénin. On a eu à travailler aussi sur ça.
parce que la production nous avait bien averti que si au niveau du fond, sur le plateau ça ne fonctionnait pas, et bien il basculerait sur cet anglais proche du pidgin. Les acteurs et les actrices ont donc travaillé sur les deux possibilités des dialogues en fond ou en anglais proche du pidgin. Autrement dit, un anglais avec l'accent typique des Ouest africains. Voilà, c'est une réponse notamment pourquoi les dialogues sont en anglais, c'est une réponse hein, et voilà. Après il y a ceux qui se réveilleront, qui choisiront la viande, qui vous diront vous auriez dû faire le film. C'est vraiment une pili réponse, mais moi elle me fait rire. Ensuite il y a eu en quatrième point, ça c'est vraiment un truc que je vais éjecter très vite hein, parce que ça m'énerve, ça me tend. Mais il y a eu toute une polémique autour du nom. Pourquoi The Woman King et depuis quand une femme peut être roi? De 1 c'est expliqué dans le film, de 2 c'est vraiment un des arguments les plus futiles que j'ai vu, donc on va pas passer plus de temps dessus hein. Enfin le gros point qui a beaucoup fâché et encore une fois totalement compréhensible, le royaume du Dahomey a participé au commerce triangulaire. Et là je vais vous lire une citation dans Le Monde qui le dit mieux que moi. Bien sûr le film n'est pas exempt d'une touche hollywoodienne, de beaux sentiments, parfois un peu anachronique. C'est un parti pris de la réalisatrice, un parti pris artistique car il semble nécessaire de le rappeler, il ne s'agit pas d'un documentaire mais d'une fiction. Il y a un souci visible de coller aux valeurs des spectateurs d'aujourd'hui et c'est habilement fait car cela permet aussi d'éviter d'indexer un pays, le Bénin, pour sa participation passée à la traite négrière. Bon, j'ai plusieurs choses à dire, je vais essayer d'aller vite parce que je vois le compteur là de la vidéo, c'est long, on est crevé en fait. On doit passer moins de 2 jours sur le montage sinon on va cader. Premièrement, on en parle dans le film, c'est quelque chose qui est adressé. Donc déjà, ça c'est première réponse aux gens qui ont parlé, qui ont beaucoup parlé hein, mais qui n'ont pas vu le film. Première réponse, on en parle, c'est adressé, on le camoufle pas. Moi personnellement, mais moi je suis pas le genre de personne qui va aller crier déjà sur les réseaux avant de voir une œuvre et tout, mais moi j'avais une grosse peur par rapport à ça. Et moi clairement j'étais en mode vas-y ils vont pas l'adresser, genre ils vont, en fait non ouais j'étais radicale, ils vont pas l'adresser, je me suis dit ils vont le saupoudrer etc, non mais pas du tout. Et Dieu merci en fait qu'ils n'ont pas fait ça. Pourtant pour certains bah ça n'a pas été, on n'en parle pas assez tu vois. Il ne faut pas oublier que le film ne porte pas sur ça. Il porte pas sur l'histoire du royaume du Dahomey, sur les Agodjé pendant un instant T où ils sont en train de vendre des personnes réduites en esclavage. Non, ça parle en fait d'un moment bien précis quand ils se battaient contre les Ojo et voilà. Et donc la réalisatrice a fait le choix de quand même l'adresser. Donc je dis pas que fermez là, le film parle pas de ça, non. Je dis juste qu'il faut bien faire aussi attention. C'est comme quand, je sais pas, on fait un film sur une personne par exemple, c'est une personne qui a réellement existé, on va dire un biopic. On raconte pas absolument tout ce qui s'est passé, vous voyez ce que je veux dire? Après c'est quelque chose d'important, donc c'est littéralement, on va pas se mentir, ils se sont beaucoup enrichis sur ça, hein, le peuple du Dahomey, sur la vente de personnes réduites en esclavage, enfin de personnes noires réduites en esclavage, mais c'est pas que ça en fait, c'est pas que ça et c'est autre chose aussi. Et je veux faire en plus de ça une distinction que je trouve quand même très importante. Une chose, les personnes noires que le royaume du Dahomey réduisait en esclavage, c'était pour asservir leur pouvoir politique, c'était pour une question de grandeur et bien évidemment pour avoir un côté financièrement très fructueux. L'esclavage qui est venu par la suite par les Européens et autres, c'est un esclavage qui s'est basé sur la couleur de peau. Les noirs, et pas que ceux que le royaume du Dahomey réduisait en esclavage, hein, pas du tout, et pas ceux qu'eux ils vendaient, tous, ont été vendus parce qu'ils étaient noirs. En fait on les a réduits en esclavage parce qu'ils étaient noirs, parce que leur couleur de peau était... Their skin was black. That's the reason why. Vous voyez ce que je veux dire? Faut faire une différence. Il y avait vraiment cette question de domination raciale et que les noirs étaient vus comme inférieurs. Quand les noirs du royaume du Dahomey vendaient d'autres personnes noires, c'était pas sur une question de couleur. Ils ont la même. C'était vraiment d'un point de vue pouvoir politique, enrichissement, etc. Et bien sûr c'est pas moi qui va vous l'apprendre, mais même le commerce après qui a été fait sur cet esclavage avec les Européens et autres, c'était aussi bien évidemment une question de richesse et d'enrichissement, of course. Mais si on a pris les noirs et bien que eux, à ce moment là et que eux, c'est parce qu'ils étaient noirs. C'est parce qu'il y avait toutes les théories raciales qui sont apparues, c'est à ce moment là, c'était une question de supériorité. Et attention, hein, avant qu'on me fait tenir des propos que je n'ai pas tenus, je ne justifie pas l'un par rapport à l'autre. Attention, là je faisais juste un petit point historique parce que, et je parle pas par exemple des Afro-Américains qui se sont plaints par rapport à ça, où là je trouve que c'est quand même différent. Parce que littéralement, le royaume du Dahomey a peut-être vendu leur arrière-arrière-grande soeur, leur arrière-arrière-grande tante, leur arrière-arrière-grand-mère, grand-père, etc. Là c'est totalement différent. Mais encore une fois je trouve que c'est quelque chose d'important à préciser, vraiment. Les Européens et autres ils sont venus, ils ont dit les noirs ils sont prêts à la vie brutale des champs et ils sont plus fermes en fait pour la défier cette vie là. Parce qu'on est noirs,
que les gens sont noirs. Vous vous rendez compte ou pas? Enfin, la folie. Vraiment, je tiens à le préciser. Je ne justifie pas l'un par rapport à l'autre. La gravité est tout aussi importante. On parle de personnes. Parce que souvent on fait un ensemble, les esclaves, les... Non, ce sont des personnes bien individuelles qu'on a réduites sous un statut d'esclave, de sous-homme littéralement. Alors que toutes ces personnes-là avaient les mêmes droits. Bon, bien sûr, je parle en termes humanistes. Hein. Quand tu vois à l'époque, on n'avait pas les mêmes droits. Mais tu vois ce que je veux dire? Toutes les personnes là, il y avait en fait à aucun moment quelqu'un sort et vient et nous dit toi là tu vas être mon esclave ou toi là tu vas être en dessous de moi. Non, 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 non. Aussi la carte de l'honnêteté, on va dire ce qui est. Lupita Nyong'o qui a fait un documentaire en 2019 sur les Agodje et le royaume du Dahomey. Elle est au Bénin hein, en Afrique faire ce documentaire. En fait elle devait jouer Nawi, donc un des personnages dans le film, donc on va dire l'une des deux principales avec Viola Davis. Elle devait jouer Nawi et elle s'est retirée du projet. Donc il y a deux écoles, mais moi je vais être honnête, je pense que la première école a raison. Certains ont dit que c'est suite à ce voyage, à ce documentaire qu'elle s'est retirée, d'autres ont dit, enfin en tout cas c'est des rumeurs qui disent que c'est par rapport à un problème d'emploi du temps. Moi je pense que c'est la première école, faut être honnête hein. Et encore une fois, hein, je sais qu'en termes de film, je précise, en termes de film, j'ai aimé le film. Mais quand on creuse et qu'on va dans le fin fond des choses, non, ça va pas du tout. Fin fond de la chose, non, il y a des gros soucis. Et donc moi je pense que c'est plus le premier cas, mais après elle a fait aucune déclaration officielle, hein, c'est vraiment juste ce qu'on pense, mais ça me paraît quand même logique. Parce que du coup ce que je disais, donc voilà, elle est allée au Bénin, elle a fait ce documentaire. Elle a interrogé la petite fille d'une personne qui a été réduite en esclavage lorsque les Agodje sont venus attaquer son village. Et donc cette personne par la suite a été réduite en esclavage et là elle est face à sa petite fille qui lui raconte mais un récit mais horrible, je vais vous mettre le lien. Mais vraiment horrible, franchement ça m'a mis des frissons, vraiment. Lupita elle en pleure et tout, enfin vraiment c'est hyper touchant, vraiment allez voir, je vous encourage vraiment à le faire. Voilà le tweet qu'elle a fait, notamment pour présenter son documentaire, et c'est vrai qu'il n'est pas particulièrement accablant ce tweet. Après je n'ai pas vu le documentaire, je sais pas vraiment comment il est présenté, comment elle va aborder de parler de cette histoire, de ces femmes là, de cette communauté là, et d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais il faut savoir que les Dora Milaje du côté de Marvel et Black Panther ont été totalement inspirés des Agodje. Donc à la base elle fait aussi ce documentaire pour savoir qui sont les femmes qui ont inspiré le groupe de femmes qui est représenté dans le film dans lequel elle joue. Il y a aussi le New Yorker, donc le journal, hein, qui a fait un article retranscrivant le récit d'Oluwale Kosola, qui a survécu à une attaque des Agodje dans son village, qui a été réduit en esclavage aussi. Donc voilà, je trouvais que c'est quand même des choses importantes à dire parce que moi je suis pas là pour vous dire de glorifier qui que ce soit, hein, pas du tout. Moi je suis là, je vous parle du film en soi. Je pouvais pas juste venir parler du film et hop hop hop. Non, c'est pas moi, je me sentais pas de faire ça du tout. C'est même pas cool ou quoi, c'est juste que je trouve que c'est un devoir de parler quand même de ce qu'elles ont, de ce que ce royaume a fait en fait. Et surtout parce que c'est un truc que l'on doit comprendre beaucoup et énormément, c'est que c'était pas juste les méchants et les gentils. Il y avait un avant-esclavage, hein. Il y avait un avant, un pré-esclavage, l'esclavage comme on connaît là, l'esclavage que l'on connaît très bien, il y avait un pré ça. Et en effet, des royaumes vendaient des noirs entre eux en fait. On le voit dans le film, à un moment donné, Viola Davis en parle, je vais pas vous spoiler donc je vais pas vous dire où exactement. Et elle dit qu'on peut pas continuer à vendre les nôtres. Se vendre entre nous, c'est pas possible. Dans la réalité, j'ai lu un peu dessus mais j'ai pas trop approfondi puisqu'en fait les deux se débattent, d'autres disent que je pense que c'est vrai. Finalement le royaume du Dahomey a longtemps coché puisqu'en fait on nous dit que maintenant ils veulent s'enrichir avec de l'huile de palme, avec la production d'huile de palme et vendre ça pour s'enrichir. Mais en fait finalement dans la réalité ça n'a pas fonctionné, donc on est resté sur de la vente de personnes noires réduites en esclavage. Et que c'est carrément quand les Européens et tout ont mis fin à tout ça, eux voulaient absolument continuer. Enfin j'ai un peu lu dessus honnêtement, j'ai vu plein de choses donc je vous dis ce que j'ai lu. Et voilà, je trouvais ça super important d'en parler. Libre à vous d'avoir votre opinion et libre à vous de ce fait de prendre des décisions et de voir ce film ou non ou quoi, hein. Bien sûr, hein, je suis en train de forcer personne, mais je trouve que c'est important de clarifier les choses. Dans le film on n'appuie pas forcément beaucoup dessus, mais deux choses et là je trouve que ouvrez les oreilles les amis. Un film c'est une vision, ok? Bon, on va pas rentrer dans les détails, oui, quand il y a des gros studios au-dessus, on parle même plus de films d'auteur, genre c'est quelqu'un, c'est un réal ou une réal qui est généralement mis dans la catégorie d'autrice ou d'auteur, mais qui comme il a une grosse prod au-dessus de lui, ça va plus trop ça. On a eu le cas avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness où beaucoup disent que ce n'est pas un film de Sam Raimi, hein. Non, c'est un film de Marvel et Sam Raimi a dû faire ce qu'il a pu. Bref, ça reste quand même un film, une vision, un point de vue. Une œuvre, il y met, comme j'ai dit, sa vision, donc présente ce qu'il veut à sa façon. Je fais suivre ça avec mon deuxième point, que
The Woman King n'est pas un documentaire, ok? C'est pas un documentaire. Et ça là, trop important. Vraiment aussi trop important. Et là, il y a mon côté cinéphile hautaine, meuf qui fait des études de cinéma, blablabla, qui va ressurgir. Non, je regarde, je vais pas être aussi hautaine quand même. Donc oui, Gina Prince by the Wood, elle a fait sa fiction. Ok, elle a fait son film, c'est sa fiction. C'est pas un documentaire. C'est pas un reportage, elle n'a jamais présenté comme ça. Et le film en plus, hein, toute la création et tout, ne sait jamais prétendre l'être. Elle a quand même adressé tout ce sujet hyper important. Et je considère, et je le dis souvent, que je trouve qu'il y a un devoir, il y a une responsabilité en tant que personne, en tant que spectateur. Après avoir vu des films, que ce soit inspirés de faits réels, inspirés d'événements réels, nanani, nanana, nanana, quand tu vois inspiré, nanani, nanana, réel, nanana, d'aller faire le pas de s'informer. D'aller récolter des informations réelles sur les personnes réelles. Et je sais que c'est pas tout spectateur qui a ce pas-là, cette pensée-là, on va dire, après avoir vu un film qui, voilà, avec tout le mot réel, enfin bref, vous avez capté l'idée, qui va faire le pas d'aller s'informer derrière. J'en ai conscience. Moi-même, j'ai été cette spectatrice, hein, je regardais le film et puis inspiré de faits réels ou pas, basta en fait. Et c'est la raison pour laquelle je suis toujours traumatisée de la saga Paranormal Activity, inspirée de faits réels. Je ne veux pas aller à San Francisco pour ça, ok? Et voilà, enfin pour moi, c'est beaucoup trop important en fait. Enfin vraiment à une époque où justement on a accès à l'information, où on a accès à des articles, à des choses sourcées, enfin voilà, à des documents qu'on peut trouver gratuitement sur internet et tout. C'est beaucoup trop important. Enfin encore une fois, je sais que j'ai ma vision de meuf qui va genre H24 au cinéma, qui regarde H24 des films, qui regarde H24 des séries et tout, donc forcément je suis plus dedans. Mais par exemple moi qui ne suis pas fan, on va dire, après moi je suis intéressée vraiment par tout ce qui est relatif à l'art, je suis quand même intéressée. On va dire bon, je suis pas intéressée, bon j'allais lire un livre alors que frère si par exemple un exemple avec un film, genre je ne vais pas toujours, quand c'est un film qui est adapté d'un livre, je ne vais pas toujours voir qui a écrit le livre, genre vraiment pas. Donc voilà, c'est un exemple dans un exemple, c'est un exemple de livre dans un film, mais pas jusque là. Par exemple quelqu'un qui n'est pas forcément à fond dans la musique, qui écoute juste la musique comme ça, il va pas forcément aller voir qui l'a écrite, tout bêtement, tu vois. Donc je le conçois totalement. Mais vraiment, si vous ne le faites pas, moi je vous invite vraiment à le faire, et très fortement. Parce qu'après ça entraîne justement des mauvaises informations, des choses détournées qui n'ont jamais été dites, comme ça peut être le cas avec The Woman King, où beaucoup justement parlaient d'histoires revisionnées, enfin voilà, sans pour autant faire attention que derrière il y a tout ce que je vous expliquais auparavant. Il y a quelqu'un, il y a une vision, il y a tellement de choses en fait qui rentrent en jeu dans la création d'un film comme ça. Et donc voilà, en tout cas voilà, c'est mon petit conseil si c'est quelque chose que vous ne faites pas, s'il vous plaît, mais carrément je vous en conjure, je vous en supplie, informez-vous sur un film qui, dans sa promo, dans son affiche, et d'ailleurs c'est sur l'affiche de The Woman King en plus, sur plein de choses, dans le début, dans la fin, enfin c'est généralement au début, s'inspire de faits réels, d'événements réels, enfin voilà. Et c'est aussi la raison pour laquelle dans beaucoup de films, il n'y a pas on précise bien que c'est librement inspiré, c'est une création originale, enfin voilà. Parce que sinon ça amène à ce genre de mauvaise compréhension, on va dire, et on prend des libertés scénaristiques, et elle-même le dit, elle ne s'en cache pas, en ajoutant même, et là je vais vous citer le Huffington Post, que pour rester tout de même précise, elle s'est servie d'archives, mais en revanche, comme la documentation a été rédigée par les forces de l'armée coloniale, elle est lisée avec recul. Bon, ici aussi, on a eu le truc avec Lupita Nyong'o, on a eu les récits par-ci et par-là, donc bon, oui, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites par du côté colonial, où les récits sont très souvent peu du côté en fait des gens qu'on a lapidés et laminés, et en fait c'est pour ça que les réalités sortent des années plus tard, mais bref, des années et des décennies plus tard. Mais bon, quand même là c'est des faits avérés. On a la petite fille d'une personne qui a été réduite en esclavage qui parle à Lupita Nyong'o en 2019 quoi, donc c'est 2019-2010, enfin c'est quelque chose de bel et bien réel. Mais bon, en tout cas, juste pour fermer cette grosse parenthèse, enfin qui est pas une parenthèse, qui est carrément un point de la vidéo, le but n'est pas d'être 100% accurate, et elle ne l'a pas dit accurate, c'est fidèle. Tu l'as vu même? J'étais avec toi dans la voiture. Ces femmes, elles ont existé il y a 6 siècles les amis. Bien sûr que certaines conversations elles sont construites de toutes pièces, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des choses que la réalisatrice, les gens qui ont travaillé sur le projet n'ont pas pu retranscrire avec des écrits, parce que c'était pas écrit tout simplement. Donc ça c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, hein, totalement. Selon moi, en allant voir ce genre de film, là on n'est pas dans un travail de retranscription 100% précis et fidèle, bel et bien dans une fiction, avec quelques événements réels, c'est tout, ça s'arrête là.
Pensez à des films là comme Récemment Blonde que personnellement je n'ai pas vu, mais je crois que ça a été précisé hein, que c'était totalement inventé. On prend juste Marilyn Monroe mais les histoires dans le film, ce qui s'y passe est inventé. Je l'ai vu mais j'espère que c'est quelque chose qui est précisé à l'intérieur du film ou que le réel a dit, mais tout le monde ne va pas écouter ce que le réel ou la réelle dit derrière, donc j'espère que c'est dit dans le film. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous l'avez vu. Ou encore des films comme 300 ou Braveheart qui était d'ailleurs qui a été d'ailleurs cité par Viola Davis hein, il me semble, qui prennent totalement des libertés scénaristiques et en même temps c'est normal en fait, surtout en travail fictionnel. Et je tiens à ajouter un petit truc. Ok, et toute la parenthèse historique va s'arrêter là. Moi ça me fait rire, et en fait non ça me fait pas rire, ça m'énerve. Pendant longtemps et encore aujourd'hui, et à juste titre hein, totalement, les noirs, hein, beaucoup en tout cas, se plaignent justement et mettent en lumière ce peu de visibilité, d'histoires positives, de récits positifs, de plot twists positifs, de choses positives concernant les personnes noires dans les médias, et qui est donc, on est toujours gangréné à ce concept dont j'ai parlé des milliers de fois sur ma chaîne, sur mes réseaux, et je vais vous mettre une vidéo où j'en parle, c'est vraiment le sujet de la vidéo, qui est le Black Trauma Porn, qui est, pour vous la faire très très courte, la mise en avant que les noirs peuvent vivre dû à leur couleur de peau, et en fait qu'ils ne sont que ça, ils sont représentés ainsi tout le temps et partout, comme s'ils n'étaient que ça, littéralement. Et lorsqu'on essaie de faire autre chose, voire totalement contradictoire à ces récits qui sont assimilés au négatif et à ce qu'on ne veut plus voir, et bah là ça bloque. Moi je trouve ça dommage, pourquoi? Parce qu'on produit et on fait ce qui fonctionne, et si en allant voir autre chose, comme des choses comme The Woman King, qu'on fera plus de choses ainsi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait, enfin ça va de soi selon moi, mais c'est aussi la question de comment une industrie fonctionne et de tout simplement on fait ce qui marche, tout bêtement. Et après que certains ne veulent pas voir le film par exemple pour les raisons historiques etc, ça je le conçois totalement, je parle même pas de cette catégorie de gens là, vous êtes dans votre droit le plus total, pas de souci. Mais je parle vraiment juste des gens qui ne font pas le pas d'aller voir, qui ne font pas le pas d'aller découvrir, enfin les gars, si on veut voir autre chose, faut aussi le montrer, hein, le prouver. Et en même temps, pour que les choses elles marchent, c'est parce qu'il y a toujours eu des fortes communautés derrière, un fort taux de personnes qui ont soutenu, qui ont montré qu'on y portait de l'intérêt. Maybe Like qui pense à la communauté de Sense8 qui s'est rassemblée sur les réseaux sociaux d'une manière très mignonne, d'une manière très touchante, pour obtenir ce film de 1h30. Bref, en tout cas je vous mets le lien vers un post que Viola Davis elle a posté dans l'article en fait hein, sur le revisionnisme historique. Pour les plus braves et les plus anglophones d'entre vous, je vous invite à aller le lire. En tout cas voilà, ça en parle aussi. Bon, j'ai pas décidé d'en parler ici parce que ça allait être trop long. Enfin, je pense que j'en ai déjà dit beaucoup. Mais voilà, l'histoire du monde elle est complexe. Elle est complexe, elle a ses variantes, elle a ses points historiques, elle a des événements, du point de vue des gens, qui a raconté cette histoire, qui a raconté ci, qui a raconté ça, la véracité de ci et de ça. C'est pour ça que pour moi il est primordial de s'abreuver d'informations, de recherches, de ressources, et ainsi avec sa propre conscience, prendre des décisions et avoir ses opinions. Je vais finir positivement avec un point que j'ai pas parlé avant, mais that's ok, qui est le jeu des acteurs en général, du casting que je trouve brillant. Vraiment je vais faire une petite parenthèse sur Viola Davis que je trouve juste incroyable, franchement. Moi je savais très bien qu'après la fin de Murder, de How to Get Away with Murder, la série où elle était en tête d'affiche depuis il me semble 2015, elle allait d'être ça et elle dédait déjà ça pendant. Elle a fait beaucoup de choses Viola Davis pendant même la série hein. Faut pas croire que c'est genre juste analyse killing et ça s'arrête là avec quelques petits rôles. Non, elle a fait beaucoup de choses. Elle avait une carrière avant, elle aura une carrière après, elle a une carrière pendant. She's a queen, she's a goddess. Franchement, Mago en fait. Vraiment, put some respect on her name. Et moi personnellement c'est genre une personne que j'aimerais trop rencontrer dans la vraie vie, parce que ça se voit c'est quelqu'un qui a beaucoup à dire, qui est très inspirante, et même sur son, vous avez qu'à aller voir sur son contenu sur Instagram et tout. C'est quelqu'un qui met beaucoup en avant les gens qui ont moins de visibilité, qui partagent beaucoup de positifs, et du coup ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui elle est dans des têtes d'affiche, dans des films aussi gros. Et je veux encore de ça. Le film il rend ses personnages attachants. C'est tapé où ça fait mal, just saying. Comme j'ai dit je vais pas spoil, mais just saying, vous verrez quand vous regarderez. Grâce à Lashana Lynch qui joue donc le rôle de Isoji, qui est drôle, qui a le rôle de protectrice, de grande sœur, qui a beaucoup de puissance mais aussi ses faiblesses. Ou encore Sheila Hashim, qui joue le rôle de Amenza, attachante à sa façon, par sa loyauté et notamment l'amour qu'elle porte à Naniska. Et comme un peu tout au final en vrai, ce que j'ai dit tu peux l'appliquer à beaucoup des Agoji qui nous sont présentés, et c'est pour ça que je les ai tout le temps aimés. Tousom Bedou qui joue le rôle de Nawi. Par sa force, son jeune âge, elle a 19 ans dans le film, dans la vraie vie l'actrice elle a 31 ans, tu les vois même pas. John Boyega, il l'envoie en roi. Lui j'ai pas vu suffisamment de films avec lui, il faut que je m'intéresse parce que vraiment
il dead. Et tout le sidecast en général, il est adorable. Franchement, je vois même pas comment tu peux détester un personnage de ce film, honnêtement. Le roi des fois, mais encore. Et on sent surtout des acteurs et des actrices engagés dans leur projet. Ça fait plaisir à voir. Bref, du coup, bon bah je vais vous laisser là. Très longue vidéo, je crois que je suis en train de tourner depuis 2 heures. J'ai écrit le scénario de cette vidéo pendant 2 heures en espérant que je vous ai apporté des savoirs, des choses en plus que vous ne saviez pas, donner envie de voir le film. Si vous l'avez vu, donnez-moi votre avis en commentaire. Enfin bref, dites-moi tout. Comme j'ai dit là, ceux qui sont là pour foutre la pagaille, vous allez sauter. En plus de supprimer les commentaires, je vais vous bannir de la chaîne. Comme ça fera 2 en 1. Je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à commenter, à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vous mets là. Et de partager s'il vous plaît. Allez, je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien. Peace out. Allez, maintenant la miniature. Non, c'est bon. Oui, frère, la miniature c'est 50 centimes.